Dans une guerre hypothétique entre la Chine et les États-Unis, il ne fait aucun doute que les forces aériennes des deux pays joueraient un rôle massif. Établir une domination aérienne est la clé pour gagner des conflits à l'ère moderne, et cela est démontré dans la guerre en Ukraine, où la Russie n'a pas réussi à maintenir une forte présence aérienne au-dessus de l'Ukraine. Cela l'a obligé à adopter une approche basée sur le terrain, ce qui a sans doute conduit à ce que la guerre devienne beaucoup plus prolongée qu'elle ne l'aurait été autrement. Avec la supériorité aérienne, que la Russie aurait dû atteindre par le simple nombre, ses forces terrestres auraient un bien meilleur soutien alors qu'elles tentent de prendre le territoire ukrainien. Ni la Chine ni les États-Unis ne voudraient commettre la même erreur. Alors, dans une bataille entre les forces aériennes des deux nations, qui sortirait en haut? Commençons par jeter un coup d'œil à quelques chiffres. Pour cela, nous nous tournons vers Global Firepower et son système de notation Power Index. Chaque année, Global Firepower prend les principales nations militaires du monde et les compare dans une série de catégories, y compris la main-d'œuvre, la puissance terrestre, la puissance navale, les ressources, la logistique et la vedette de cette vidéo, la puissance aérienne. Selon ces évaluations, les États-Unis sont en tête avec l'armée la plus puissante du monde. Cependant, la Chine suit de près. Elle a terminé 3e au classement de 2024, mais il est clair que les États-Unis ont un léger avantage dès le départ. En se concentrant sur les forces aériennes des deux pays, les États-Unis sont loin devant la Chine. Global Firepower dit que les États-Unis disposent de 13 209 avions par rapport aux 3 304 de la Chine, ce qui signifie qu'il a environ 4 fois plus d'équipements. Les chiffres se rapprochent un peu lorsqu'on compare les jets de combat, la Chine ayant 1207 contre 1854 pour l'Amérique. Cela nous donne un aperçu de l'approche de la Chine en matière de guerre aérienne, car plus d'un tiers de sa flotte est constitué de jets de combat. Néanmoins, peu importe la perspective, les États-Unis demeurent en tête en chiffres absolus. Ils disposent de 525 appareils d'attaque dédiés et de 668 transports supplémentaires. Ce dernier s'avérerait crucial en cas de guerre, car ils fournissent aux États-Unis une plus grande capacité à envoyer des troupes en Chine. Les États-Unis disposent également de plus d'avions d'entraînement, avec 2648 contre 402 pour la Chine. Encore une fois, cela met en évidence une différence clé entre les approches américaines et chinoises de leurs forces aériennes, une différence qui jouerait un rôle clé en cas de guerre et que nous revisiterons plus tard. Les États-Unis disposent également de 606 avions-citernes, des avions dédiés au ravitaillement en vol d'autres avions, contre 10 pour la Chine. Et sur le front des hélicoptères, les États-Unis disposent de 5737 hélicoptères réguliers et 1000 hélicoptères d'attaque, contre 913 et 281 pour la Chine, respectivement. Déjà, il est assez clair de voir que les États-Unis ont l'avantage en termes de chiffres purs. Il a plus de tout. Crucialement, ces chiffres offrent un aperçu des stratégies que les deux pays emploieraient dans une bataille aérienne. La Chine privilégie les avions de combat polyvalents, capables de mener des missions air-air, air-mer, ainsi que des frappes de missiles et de bombes contre des cibles terrestres. Les États-Unis dépassent toujours le nombre d'actifs de la Chine dans ce domaine, et il est clair que les deux pensent que tout conflit dans lequel ils s'engageraient aurait un élément naval important. Les bons combattants peuvent être la clé de la victoire dans une bataille navale, car ils peuvent soutenir les destroyers et des navires de taille similaire tout en infligeant beaucoup de dégâts eux-mêmes. Au-delà de cela, nous voyons que les États-Unis ont beaucoup plus de transports que la Chine, ce qui lui donne une plus grande capacité à envoyer des troupes dans un territoire. Cela servirait bien aux États-Unis s'ils devaient envahir la Chine dans le cadre d'une guerre où ils seraient aidés par leurs 11 porte-avions et les nombreuses bases militaires à l'étranger qu'ils maintiennent. En parlant de stratégie, creusons un peu plus dans ce domaine en commençant par examiner le document Stratégie 2023 de la Force aérienne du Pacifique ou Force aérienne du Pacifique. Dans ce document, le Force aérienne du Pacifique met en évidence la stratégie aérienne qu'il pense que la Chine adopterait en cas de conflit dans la région Indo-Pacifique. Le Force aérienne du Pacifique note que la Chine s'est concentrée sur le développement d'une stratégie d'anti-accès combinée à une capacité de déni aérien, son intention étant d'empêcher les États-Unis de pénétrer dans l'Indo-Pacifique si la Chine décide de lancer une attaque. L'élément clé ici est que cette stratégie ne se concentre pas sur une attaque de la Chine contre les États-Unis.
Au contraire, la Chine vise à garder les États-Unis à distance afin qu'elle puisse concentrer son attaque sur les territoires qu'elle souhaite prendre, comme Taïwan. Dans cette optique, le Force aérienne du Pacifique affirme l'approche de la Chine d'une guerre aérienne serait de concentrer son attaque sur les bases aériennes des États-Unis dans l'Indo-Pacifique, des barrages de missiles lancés depuis des bases militaires chinoises, des navires de guerre et des avions viseraient à détruire ces bases pour limiter les réactions des États-Unis. Et le Force aérienne du Pacifique possède plusieurs de ces bases. Selon les chiffres publiés directement par la base aérienne d'Anderson, le Force aérienne du Pacifique compte 45 000 civils et militaires servant dans 9 bases militaires dans l'Indo-Pacifique ainsi que plusieurs installations plus petites. Ces bases comprennent plusieurs à Hawaï et en Alaska qui ne sont probablement pas susceptibles d'être ciblées par une attaque chinoise en raison de leur distance par rapport à Pékin ainsi que des bases au Japon, en Corée du Sud et à Guam. Ensemble, ces bases accueillent environ 340 avions d'attaque et de chasse, avec un stock supplémentaire de 100 avions déployés qui sont en rotation constante entre les différents lieux. Ces appareils comprennent 3 des 7 escadrons de chasseurs F-22 américains, ainsi que les 2 unités de transport C-17 qui sont actives en dehors des États-Unis. Ces bases seraient les premières cibles de la Chine dans presque toutes les guerres qu'elle déclencherait, que ce soit une guerre avec les États-Unis ou une guerre avec un pays que les États-Unis souhaitent protéger. La Force aérienne du Pacifique affirme que les États-Unis cherchent à contrer les barrages de missiles chinois. L'armée de l'air a développé une stratégie de combat agile conçue pour compliquer la cible pour les avions militaires chinois. Cette stratégie comprend la diversification des défenses de base pour inclure un camouflage supplémentaire, la dissimulation et la tromperie, le durcissement de l'infrastructure et les capacités de défense actives. Les solutions non cinétiques sont également en haut de l'agenda de la Force aérienne du Pacifique avec des investissements réalisés dans la guerre électronique, les lasers et les micro-ondes à haute puissance destinés à perturber la cible chinoise en cas de conflit. Les abris pour avions sont également une priorité, la Force aérienne du Pacifique espérant probablement que ces abris protégeraient ces appareils et ces personnes des missiles chinois. Le document de la Force aérienne du Pacifique souligne également le rôle crucial que joueraient les alliés de l'Amérique lors d'un conflit indo-pacifique. Le Japon, l'Australie, Singapour et la Corée du Sud sont tous mentionnés comme des nations qui amélioreraient les capacités de maintenance et de ravitaillement de la Force aérienne du Pacifique. La Force aérienne du Pacifique notant également que des accords sont en place avec ces 4 pays. Il convient également de noter que ces pays accueillent collectivement 201 des 750 bases militaires américaines à l'étranger. Ainsi, nous commençons à voir les approches que la Chine et les États-Unis adopteraient pour l'aspect aérien d'un conflit. Pour la Chine, tout est question de dissuasion et de sécurisation de l'Indo-Pacifique le plus rapidement possible. Sa stratégie initiale consisterait probablement à lancer des barrages de missiles sur autant de bases américaines que possible, avec Guam, le Japon et la Corée du Sud étant les cibles les plus probables. Son objectif serait de paralyser la capacité de l'Amérique à réagir rapidement en éliminant non seulement autant que possible des 340 avions de chasse et d'attaque que la Force aérienne du Pacifique a stationnés dans ses bases à l'étranger, mais aussi en détruisant toutes les bases capables d'offrir des capacités de maintenance et de ravitaillement à tout avion qui survit. Cependant, la stratégie immédiate des États-Unis se focaliserait sur la défense. Les investissements de la Force aérienne du Pacifique dans la technologie de camouflage, de tromperie et d'abri visent à protéger autant que possible ces avions et ces personnes de la première salve de missiles chinois. À partir de là, la Force aérienne du Pacifique se mobiliserait et, en collaboration avec la marine américaine, lancerait une contre-attaque face à l'approche agressive de la Chine. Bien sûr, une attaque chinoise déclencherait également le lancement de davantage de navires et d'avions dans l'Indo-Pacifique. C'est là que les alliés d'outre-mer de l'Amérique entreraient vraiment en jeu. L'objectif de l'Amérique serait essentiellement de coincer l'armée de l'air chinoise dans une bataille au sein de l'Indo-Pacifique, probablement centrée autour de la mer de Chine méridionale. Il combinerait l'armée de l'air américaine avec la marine américaine pour repousser lentement la Chine vers son propre territoire, tout en se barricadant contre les attaques chinoises en créant une frontière combinée aérienne et navale. Le Japon, la Corée du Sud et l'Australie joueraient ici des rôles clés. Non seulement les bases américaines installées dans ces pays serviraient essentiellement de conduits par lesquels les États-Unis pourraient transporter du matériel et des troupes, mais ils seraient des points clés dans la barricade que les États-Unis forment autour de la Chine.
Après tout, chacun est menacé. Si la Chine commence à essayer de prendre des territoires dans l'Indo-Pacifique, c'est pourquoi ils ont en premier lieu des accords militaires de coopération avec les États-Unis. Le pays qui sortirait en tête pendant les premières semaines et mois d'une bataille dépendrait de la manière dont les défenses de la force aérienne du Pacifique résistent aux barrages de missiles de la Chine. En supposant que la force aérienne du Pacifique conserve la majorité de ses bases opérationnelles, la Chine ferait face à un autre défi. Elle est loin derrière la courbe en ce qui concerne ce que la revue militaire appelle la guerre conjointe. L'armée de l'air de l'Armée de libération du peuple, ou People's Liberation Army Air Force, a subi un développement rapide qui a souvent sapé ses capacités tactiques. La revue militaire note cela lorsqu'elle discute de ce qu'elle appelle la deuxième période du développement de l'armée de l'air de l'Armée de libération du peuple, qui a duré entre 1956 et 1990. Avant cette période, la Chine a construit une armée avec 60 000 soldats et 800 pilotes, privilégiant le volume avant la stratégie au sein de l'armée de l'air de l'Armée de libération du peuple. La deuxième période a vu la Chine fortement impactée par une révolution culturelle, qui a vu de nombreux acteurs clés de l'armée de l'air de l'Armée de libération du peuple purgés de leur position en raison de soupçons liés à leur fiabilité politique. Essentiellement, l'armée de l'air de l'Armée de libération du peuple a été mise en pause, du moins en termes de développement de son nœud tactique. En revanche, la deuxième période a vu l'armée de l'air américaine a acquis une expérience de combat inestimable pendant la guerre du Vietnam, sur laquelle elle a affiné ses tactiques et développé les bases des capacités de guerre conjointe qu'elle montrerait pendant la guerre du Golfe. Pour les États-Unis, l'armée de l'air ne jouait plus un rôle de soutien. Elle deviendrait un acteur actif dans les opérations militaires combinées, travaillant aux côtés de la marine et des forces terrestres dans les opérations. L'approche de la Chine voyait toujours la People's Liberation Army Air Force jouer un rôle de soutien tout en luttant contre une perte de leadership pendant les purges. Avance rapide jusqu'à la guerre du Golfe, et la Chine commence à voir les forces aériennes américaines et l'ensemble des militaires américains se concentrer sur la guerre conjointe en action. L'armée de l'air américaine s'est essentiellement intégrée à sa marine et à ses forces terrestres pour jouer un rôle clé dans la coalition vers la victoire. Cela a été démontré lors des premiers jours de l'opération Tempête du désert. Le 17 janvier 1991, les navires américains de la marine stationnés dans la mer Rouge et le golfe Persique ont lancé des missiles de croisière Tomahawk sur Bagdad. Cette action a déclenché une nuit entière d'activités américaines. Attaque de l'armée de l'air. Des avions à voilure fixe, combinés à des hélicoptères d'attaque, ont lancé des frappes de précision contre des installations militaires et des équipements de communication à Bagdad. Le F-117 était l'une des stars du spectacle. Ces missiles Tomahawk se sont avérés si efficaces qu'ils ont mis hors service les systèmes électriques de Bagdad au point qu'ils ont interrompu le flux en direct de Cable News Network de cette attaque en une seule nuit. La stratégie de guerre conjointe de la coalition avait pratiquement submergé les défenses aériennes et l'armée de l'air de l'Irak. La coalition a obtenu la supériorité aérienne dès la première semaine de l'opération Tempête du désert. La Chine, comme de nombreux autres pays, a vu cela et a réalisé que la People's Liberation Army Air Force cloisonnée ne serait pas de taille face aux tactiques de guerre conjointe raffinées de l'Amérique. Elle devait rattraper son retard, ce qui nécessiterait une formation approfondie aux opérations conjointes. Cette prise de conscience a déclenché ce que Military Review appelle la troisième période de la force aérienne de l'Armée de libération du peuple dans laquelle elle se trouve aujourd'hui, et la Chine n'a toujours pas rattrapé son retard. Il y a plusieurs exemples, l'un des plus importants étant le manque d'attention de la Chine pour le ravitaillement en vol. Si vous vous souvenez des chiffres de Global Firepower précédemment, vous vous rappellerez peut-être que les États-Unis ont 606 réservoirs aériens, comparativement à seulement 10 pour la Chine. Cela démontre le manque de compréhension de la Chine du rôle que joue le ravitaillement en vol dans le soutien de son armée de l'air. Cela explique également en partie pourquoi la Chine a construit des chaînes d'îles artificielles dans la mer de Chine méridionale. En plus des efforts de Pékin pour utiliser ces îles artificielles afin d'exercer son contrôle sur cette voie d'eau vitale, ces îles servent de base militaire qui non seulement accueillent des avions, mais fournissent également des points d'atterrissage à partir desquels ils peuvent se ravitailler. La Chine pense qu'elle peut utiliser ces îles pour étendre la portée de ses avions sans investir dans la technologie de ravitaillement en vol pour servir le même objectif, mais les États-Unis ne sont pas d'accord sur ce point.
Cela ne veut pas dire que les États-Unis ne voient pas l'intérêt de maintenir des bases à partir desquelles ils peuvent lancer des attaques et gérer le ravitaillement. Les nombreuses qu'ils ont établies dans l'Indo-Pacifique le démontrent. Mais avec son investissement massif dans les réservoirs aériens, l'armée de l'air américaine étend ses capacités à la fois en termes de durée de vol de ses avions et de distance qu'ils peuvent parcourir avant de devoir atterrir. En termes simples, les avions américains peuvent rester en l'air plus longtemps et mener des opérations conjointes plus complexes car ils peuvent être ravitaillés dans les cieux. Les avions chinois doivent atterrir sur des bases militaires pour se ravitailler, les rendant peut-être même des cibles pour des barrages de missiles américains coordonnés par la marine américaine et armée de l'air américaine. La guerre conjointe en action. À travers cette analyse stratégique, nous commençons à voir comment les approches aériennes de la Chine et de l'Amérique différeraient si elles devaient se battre l'une contre l'autre. Pour la Chine, l'évolution pour ne plus utiliser la force aérienne de l'armée de libération du peuple dans un rôle de soutien a été lente et est sans doute incomplète. Nous le voyons dans son absence de chars aériens, Pékin se concentrant plutôt sur la construction de bases sur des îles artificielles pour permettre à ses avions de couvrir une grande partie de l'Indo-Pacifique. Cela démontre l'intention d'utiliser la force aérienne de l'armée de libération du peuple à la fois comme force défensive et pour des attaques régionales. La portée de la Chine ne semble pas s'étendre bien au-delà de cela. Les États-Unis renforcent leur présence régionale grâce à leurs bases militaires au Japon, en Corée du Sud, en Australie et à Guam, ce qui leur permet de créer une barricade navale qui maintient la Chine dans les mers de Chine méridionale et orientale. Cependant, cette approche navale s'étend à des tactiques de guerre conjointes beaucoup plus avancées. Les États-Unis utiliseraient leur marine pour mener des frappes de missiles et soutenir les États-Unis comme lors de l'opération Tempête du désert. Force aérienne alors qu'elles s'engagent dans des frappes de précision sur le territoire chinois. Les îles artificielles de Pékin seraient des cibles évidentes en premier lieu, limitant ainsi la portée de la People's Liberation Army Air Force dans le processus. Il est aussi à noter que les États-Unis dispose de 11 porte-avions, étendant ainsi sa portée dans l'Indo-Pacifique, ainsi que de nombreux réservoirs aériens pour permettre le ravitaillement en vol. Ajoutez à cela le grand nombre d'actifs aériens de l'Amérique, et vous avez les ingrédients d'une stratégie rapide dans laquelle les États-Unis coordonnent leurs attaques à travers plusieurs branches de leur armée pour dévaster rapidement la Chine. La force aérienne américaine n'est pas uniquement un bras de soutien de l'armée américaine. Elle est entièrement intégrée, ce qui signifie qu'elle est suffisamment flexible pour passer du soutien à l'attaque selon les besoins, tout en travaillant conjointement avec les autres branches pour des attaques régionales coordonnées. Cette stratégie raffinée donnerait aux États-Unis l'avantage sur la Chine dans une bataille aérienne et, comme ce fut le cas lors de l'opération Tempête du désert, serait probablement la clé d'une victoire américaine. Donc, à ce stade, nous pouvons voir que l'armée de l'air des États-Unis surpasse la force aérienne de l'armée de libération du peuple dans 2 départements. Malgré toute la modernisation que la People's Liberation Army Air Force a subie, elle reste largement sous-alimentée par rapport aux forces aériennes en termes de nombre pur d'actifs. Les États-Unis ont environ 4 fois plus d'avions, ce qui leur permet de saturer essentiellement le ciel et de submerger les combattants aériens de la Chine. Ajoutez à cela des stratégies de guerre conjointes beaucoup plus raffinées qui feraient un usage intensif de la marine américaine, des bases outre-mer de l'Amérique et de ses capacités de ravitaillement en vol, et vous obtenez des avions qui restent en l'air plus longtemps et mènent des opérations plus complexes. Il semble que la Chine soit à la traîne. Et cette tendance se poursuit uniquement lorsque vous regardez l'équipement. En janvier 2011, le vol inaugural du chasseur furtif multirôle Chengdu J-20 a eu lieu. L'avion, qui est le premier chasseur de 5e génération de la Chine et seulement le 3e à avoir jamais été créé, est entré en service à un moment donné entre 2018 et 2020, bien que Pékin n'ait encore construit que 2 versions prototypes de l'avion. Néanmoins, c'est un équipement impressionnant. Il possède un fuselage mixte et une faible signature radar. Le moteur du prototype, le Saturn 117S, est fourni par la Russie et est capable de générer 32 000 livres de poussée. Cependant, la Chine devrait remplacer ce moteur dans le modèle de production par une paire de moteurs à double flux WS710G qui génèrent 30 000 livres de poussée et sont fabriqués à Shenyang. Quoi qu'il en soit, ces moteurs donnent au J-20 une vitesse maximale de 1304 miles par heure, ce qui est juste en dessous de Mach 2.
Il a également un plafond de service de 59 055 pieds et une portée d'environ 2100 miles. C'est un chasseur furtif multirôle extrêmement impressionnant. Le J-20 se compare également assez bien à son équivalent de l'armée de l'air américaine, le F-35. Bien que le F-35 ait de meilleures capacités furtives que le J-20 grâce à sa taille plus petite et à sa section transversale radar plus faible, le J-20 l'emporte en termes de vitesse et de sa capacité à perturber les avions de soutien. Le J-20 a également une supercroisière. Cette fonction lui permet de voler à des vitesses élevées sans activer ses post-combustion. Le F-35 n'a pas cela, ce qui signifie que son utilisation de post-combustion pourrait révéler sa position dans des situations où le J-20 serait capable de rester caché. Cependant, le J-20 a ses propres inconvénients, le principal étant l'absence de canon. L'intérêt national suggère que cela signifie que la Chine n'anticipe pas l'utilisation du jet dans une capacité de combat aérien, son rôle probable étant de mener des bombardements et des attaques de missiles avant d'utiliser sa vitesse pour quitter rapidement une zone de conflit. Quoi qu'il en soit, ces chicanes sur quel est le meilleur jet sont bien moins importantes que ce que le J-20 représente pour la Chine. C'est le pas de Pékin dans l'espace des chasseurs de 5e génération et c'est censé montrer que les atouts aériens de la Chine atteignent la parité avec ceux que les États-Unis peuvent déployer. Mais il y a deux gros problèmes avec cette représentation. Le premier est que, aussi impressionnant que puisse être le J-20, il ne semble toujours pas être en production active. Il n'y a que 2 de ces jets en service, tous deux étant des modèles prototypes. La Chine continue de travailler sur le jet, ce qui signifie qu'il pourrait s'écouler plusieurs années avant que nous le voyions devenir une partie clé de la force aérienne de l'armée de libération du peuple. Les États-Unis n'ont pas ce problème avec le F-35. Ils possèdent déjà 630 F-35 et prévoient d'en acheter 1800 de plus. La Chine est à nouveau contrainte de rattraper son retard. Même si le J-20 s'avère être le chasseur multirôle supérieur, ce qui est déjà discutable, la production de ce jet par la Chine est tellement en retard par rapport aux États-Unis et à son F-35 que les points sont presque rendus caducs. Mais ce n'est même pas le plus gros problème auquel la force aérienne de l'armée de libération du peuple est confrontée avec le J-20. Alors que Pékin essaie de faire décoller son chasseur de 5e génération, les États-Unis travaillent déjà sur la 6e génération. En 2014, les États-Unis ont initié le programme de suprématie aérienne de la prochaine génération, ou Next Generation Air Dominance. Prévu pour entrer en service en 2030, le Next Generation Air Dominance est un programme hautement classifié. Bien que nous sachions qu'il représente le déplacement des États-Unis loin du concept d'une plateforme aérienne singulière vers un concept qui implique plusieurs systèmes travaillant en tandem. Pensez-y comme une extension du concept de guerre conjointe, seulement isolé à une collection spécifique d'avions. Et collection est le mot approprié ici. L'armée de l'air américaine a démontré le programme Next Generation Air Dominance en septembre 2020 avec un vol à échelle réelle qui a montré que l'approche combinait un avion de combat de 6e génération piloté et un ensemble d'avions de combat collaboratifs, ou CCA. Ce sont des avions de soutien sans pilote, essentiellement des drones plus complexes, qui forment un réseau avec le jet, permettant à un pilote de non seulement utiliser le jet qu'il pilote, mais aussi de contrôler les avions de combat collaboratifs en temps réel selon les besoins de la situation. Chaque chasseur Next Generation Air Dominance est prévu pour coûter 300 millions de dollars, ce coût élevé faisant partie de la raison pour laquelle les États-Unis l'Air Force prévoit de déployer des avions de combat collaboratifs. Ils lui donneront l'option de réduire le risque en ayant moins de pilotes dans les airs, tout en maintenant une menace car chaque pilote commande plusieurs actifs. On s'attend à ce que les avions de combat collaboratifs portent des capteurs avancés et soient également équipés de packages de guerre électroniques conçus pour perturber tout avion que le combattant engage. Ils seront également équipés en munitions, parfaites pour appuyer le combattant principal lors des affrontements aériens. Et il y a encore plus que ça. Dans l'esprit des tactiques de guerre conjointe de l'Amérique, l'armée de l'air et marine des États-Unis ont annoncé qu'ils collaboreront sur ce qu'ils appellent les 4 fondamentaux des drones d'avions de combat collaboratifs. Cette annonce a été faite en septembre 2023, avec pour objectif de garantir que tous les avions de combat collaboratifs, quel que soit le bradé militaire des États-Unis les produits, seront interopérables, ce qui signifie qu'ils sont capables de fonctionner aux côtés de plusieurs systèmes d'armes.
Pour garantir cela, l'armée de l'air des États-Unis et marine des États-Unis veulent que chaque avion de combat collaboratif dispose de liens de communication communs, d'une architecture d'aéronefs, de segments de contrôle au sol et d'une architecture d'autonomie. Le brigadier général Dale White, qui est l'officier exécutif du programme pour les chasseurs et les avions avancés aux militaires américaines, explique « Nous avons ces 4 domaines d'accent qui nous permettent de tirer parti de l'interopérabilité que nous pensons nécessaire pour un avion de combat collaboratif, car ce n'est pas seulement une solution monoservice et nous le savons dès le départ. » En fin de compte, l'objectif de cette collaboration est de garantir que les avions de combat collaboratifs développés dans le cadre du Next Generation Air Dominance ne sont pas seulement compatibles avec le chasseur de 6e génération de l'Amérique. Ils devraient également fonctionner avec les derniers combattants FA-20 et idéalement être compatibles avec les avions existants au flotte militaire des États-Unis. Alors, quel est exactement le rapport de tout cela avec les États-Unis ? L'armée de l'air américaine est-elle capable de battre la Chine? Eh bien, pour commencer, cela montre une fois de plus à quel point les États-Unis sont différents dans leur approche. La Chine ne fait pas seulement du rattrapage sur le front de la guerre conjointe, mais elle est également à la traîne en ce qui concerne l'équipement. Alors qu'elle travaille à mettre en l'air sa 5e génération de J-20, les États-Unis sont déjà profondément engagés dans le développement d'un programme qui non seulement conduira au lancement de leur premier avion de combat de 6e génération, mais leur permettra également de soutenir cet avion avec des avions de combat collaboratifs pour essentiellement créer une capacité de guerre conjointe contrôlée par un seul pilote. La collaboration entre l'armée de l'air et la marine américaine sur ce projet est cruciale. Cela montre que les deux branches militaires comprennent qu'elles utiliseront le Next Generation Air Dominance en tandem lors des opérations. Pire encore pour Pékin, il y a encore plus d'exemples de comment la force aérienne de l'armée de libération du peuple ne se mesure pas aux forces aériennes des États-Unis. Prenons la formation des pilotes comme un autre exemple. Les États-Unis ont des critères clairs en place lorsqu'il s'agit de choisir et de former ses pilotes. Toute personne qui postule doit avoir au moins un diplôme de licence et doit réussir une enquête de fond à portée unique. Le candidat doit également avoir entre 18 et 33 ans lorsqu'il postule, avec des restrictions de taille également en fonction du type d'avion que le futur pilote souhaite piloter. Si le candidat répond aux critères, il est placé dans un programme de formation d'officiers, comme l'école de formation des officiers ou l'Académie de l'air, où il complète un programme de 8 semaines et demie. Vient ensuite environ une année passée en formation de pilote de premier cycle, ou unité de pilotage et de transformation vers la fin de laquelle le futur pilote est affecté à un avion. Après avoir terminé l'unité de pilotage et de transformation, le pilote passe ensuite jusqu'à 1 an à poursuivre sa formation de vol dans l'avion qui lui a été assigné, le temps exact pris variant en fonction de l'avion et des capacités du pilote. Et ce n'est qu'alors que le pilote est affecté à un escadron et à un lieu. En tout, cela représente plus de 5 ans de formation, y compris l'obtention d'un diplôme de licence pertinent, démontrant à quel point les États-Unis prennent au sérieux la formation des pilotes de l'armée de l'air. Ils devront ensuite répondre à l'exigence de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord de voler au moins 15 heures par mois, soit 180 heures par an, ce que vous pourriez considérer comme une continuation de la formation du pilote. L'approche de la Chine n'est pas aussi claire. C'est en partie parce que, comme c'est le cas pour une grande partie de l'armée du pays, la force aérienne de l'armée de libération du peuple ne rend pas ses critères de formation publique. Cependant, nous savons qu'ils sont en retard sur les États-Unis. Comme l'a souligné le Eurasian Times dans un article de 2022, la force aérienne de l'armée de libération du peuple a perdu environ 2000 de ses pilotes entre 1960 et 2020, dont au moins 30 étaient des pilotes d'essai. Elle met également en œuvre une stratégie dans laquelle elle embauche des pilotes occidentaux pour former ses recrues, ce qui reflète sa copie des procédures de formation américaines. Encore une fois, la Chine rattrape son retard en s'appuyant sur ce qui existe déjà pour former la base de son programme de formation. Mais la Chine accélère ses programmes, ou du moins essaie de le faire. En juillet 2022, Le Monde a rapporté sur les premiers cadets de la force aérienne de l'armée de libération du peuple formés dans le JDX, un bombardier chinois, qui avait obtenu leurs ailes en 3 ans au lieu de la norme précédente de 6 ans. Cela peut ne pas être la bonne nouvelle que la force aérienne de l'armée de libération du peuple veut prétendre être.
Bien qu'elle prétende que la proportion de formations tactiques telles que le combat multi-aéronef et les opérations à feu réel a été augmentée pendant ce programme de 3 ans, le fait que la Chine accélère du tout suggère qu'elle essaye d'obtenir plus de pilotes dans les avions plus rapidement qu'elle ne l'avait précédemment. Cela pourrait-il être un signe de désespoir? Peut-être, bien qu'il soit également révélateur que ce soit loin d'être la première fois que la force aérienne de l'Armée de libération du peuple a changé sa formation de pilotes au cours des dernières décennies. En 2011, par exemple, elle est passée d'un programme précédent, qui prenait 10 ans à terminer, à un programme en 4 phases prenant 6 ans. Le rapport Le Monde de 2022 montre qu'au moins en ce qui concerne la formation des bombardiers, il est depuis passé à un programme de 3 ans. Cette incohérence pourrait causer des problèmes à l'avenir, même si les changements sont dus à l'affinement et à l'amélioration de sa formation de pilote. De plus, il y a aussi la question de l'expérience à prendre en compte. Depuis 1990, l'armée de l'air américaine a participé à plusieurs conflits à grande échelle, y compris la guerre du Golfe, la guerre contre le terrorisme et la guerre en Irak. Elle a également été impliquée dans d'innombrables opérations plus petites, l'une des plus récentes étant son implication dans les opérations visant les insurgés Houthis dans la mer Rouge. Quant à la Chine, la force aérienne de l'Armée de libération du peuple n'a pas été impliquée dans une seule grande opération militaire pendant la même période. Elle mène beaucoup d'exercices militaires, mais les pilotes chinois n'ont pas de véritable expérience de combat. Combinez cela à une formation incohérente et vous obtenez une force aérienne composée de pilotes probablement moins capables que leurs équivalents américains. Les États-Unis ont mis en place un processus d'apprentissage analytique dans lequel ils examinent leurs performances dans les conflits précédents pour déterminer comment ils peuvent s'améliorer à l'avenir. Ces leçons forment les doctrines, stratégies et procédures de toutes les branches des militaires américaines ont en place. La Chine n'a pas cette approche. Au lieu de cela, comme le prétend l'Université de l'air, la force aérienne de l'Armée de libération du peuple fonctionne sur la théorie de Mao du concurrent faible combattant un adversaire plus fort par la tromperie et la déception. Bien que cela soit bien en théorie, transformer ce concept en une stratégie exécutable pourrait être hors de portée de la force aérienne de l'Armée de libération du peuple. Alors, où tout cela laisserait-il la Chine dans un combat contre les États-Unis? Force aérienne? La réponse et que Pékin serait dans une mauvaise position. Pas seulement parce qu'il ne se battrait jamais seul contre l'armée de l'air américaine. Le développement par l'Amérique de tactiques de guerre conjointes pendant la guerre du Golfe et son raffinement de ces tactiques depuis signifie que la Chine ferait face à des opérations militaires combinées impliquant des stratégies aériennes, navales et terrestres. Cette expertise en guerre conjointe serait mise à profit dans un conflit direct, en tant que un affrontement entre les États-Unis et le Japon se focaliserait vraisemblablement sur la mer de Chine méridionale et orientale ainsi que le détroit de Taïwan. Combiner sa puissance navale et aérienne avec la coopération des pays accueillant des bases américaines dans l'Indo-Pacifique donnerait aux États-Unis un avantage majeur sur la Chine. Ajoutez à cela les réservoirs aériens de l'Amérique et le ravitaillement en vol, lui donnant l'avantage de la couverture territoriale. Et il est probable que la marine et l'armée de l'air chinoise se retrouvent à combattre une guerre, dans laquelle elles sont de plus en plus enfermées par des attaques américaines coordonnées. Ajoutez à cela le fait que l'armée de l'air américaine est 4 fois plus grande que la force aérienne de l'armée de libération du peuple en termes d'actifs, a des pilotes mieux formés et plus expérimentés, et travaille déjà sur un avion de 6e génération, alors que la Chine est toujours coincée dans la 5e génération, et il semble que vous ayez une image assez claire. Vainqueur. Mais nous aimerions connaître votre avis sur cette question. Avons-nous, au sein de l'équipe MAPAC, sous-estimé les capacités de la force aérienne de l'armée de libération du peuple et la capacité de la Chine à se défendre dans la mer de Chine méridionale? Ou bien les États-Unis sont-ils prêts à obtenir la domination aérienne rapidement en cas de conflit, préparant le terrain pour que leur armée puisse vaincre la Chine dans une guerre conventionnelle? Partagez vos opinions dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous.